Isabelle Bigan, vous ne pouvez pas vous tromper, on a essayé de faire par éclair, mais bon, on va rectifier les choses, vous allez voir au cours du débat. Donc Isabelle Bigan, secrétaire CGT ADP, cadre ADP Orly, ouais, c'est marqué en plus. Hein. Cadre contrôleur ou contrôleur de gestion, voilà. Ancienne conseillère municipale à Bonneuil, qui complétera sa présentation quand elle interviendra. Patrice Fauquenberg, donc, qui habite Villeneuve-le-Roi, président de l'association de Villeneuve-le-Roi à Blon, des riverains de l'aéroport d'Orly, pour la tranquillité et la sûreté. Pégase. Hein, voilà, c'est ça. Donc, il parlera de son association également, et qui est assez ancienne, une trentaine d'années, je crois, en mémoire. 66, voilà. Elle fait les 30 ans il n'y a pas longtemps, il me semble. Et qui est aussi responsable élevé à Villeneuve-le-Roi, puisque c'est un Villeneuve. Et puis Miguel Quintero, qui est assez connu, là, je crois, ce soir, par l'Assemblée, parce que on le voyait souvent sur le marché depuis 2 mois, pas pour faire ses courses, mais pour essayer de travailler en faveur du référendum, et qui est l'initiateur du collectif choisien pour le référendum ADP, qui a organisé donc cette soirée. Voilà, une petite intro courte pour rappeler que le point de départ du référendum, c'est une proposition de loi référendaire, visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, déposée par 248 parlementaires au printemps dernier. Un certain nombre d'organisations et de collectifs sont engagés depuis des mois pour défendre une autre vision du développement du transport aérien, dont le collectif de Choisy que nous représentons ici ce soir. Voilà. À Choisy, c'est aussi 2 vœux qui ont été adoptés par le conseil municipal, à l'unanimité du conseil municipal. Le premier, le 28 novembre 2018, donc il y a 1 an, et le second, lors du dernier conseil municipal du 13 novembre dernier. C'est également une mobilisation citoyenne partout en France, et évidemment ici à Choisy-le-Roi. Donc je vais me tourner vers Miguel. Miguel, donc, comme je le disais, qui est initiateur du collectif. Donc Miguel, en août dernier, nous avons été un certain nombre de tes amis Facebook, donc amis avec des guillemets, à découvrir un appel demandant qui était intéressé pour se mobiliser en faveur du référendum. Alors, 2 petites questions à ton attention. La première, peux-tu nous donner les raisons qui t'ont amené à lancer cet appel à Choisy-le-Roi? Bonsoir à tout le monde. Quand j'ai entendu parler du RIC, excusez-moi, d'abord je voudrais saluer un vieil ami qui est là, Fabien Maury, qui est directeur du cabinet Projexa et qui a travaillé avec les comités d'entreprise et qui travaille aussi avec le comité d'entreprise ADP. Donc c'est une sorte de spécialiste du sujet qui nous intéresse ce soir. Donc quand j'ai entendu parler du RIP, j'ai voulu savoir ce que c'était ce truc-là, parce que les privatisations, ça je savais, ça fait depuis les années 80 que ça continue, que petit à petit la France perd son patrimoine au profit de grandes entreprises. Donc j'ai vu RIP, qu'est-ce que c'était? Alors donc il faut au moins 185 parlementaires, sénateurs ou députés, qui se mettent d'accord pour faire un projet de loi. Mais comme ils ne sont pas la majorité, ils ne peuvent pas le faire passer à l'Assemblée ni au Sénat. Donc ça va être proposé par le bien des citoyens. Il faut réunir 4,7 millions citoyens, signatures, pour pouvoir que ce projet de loi puisse éventuellement passer. Mais attention, il y a 9 mois pour réunir les signatures, et puis ensuite, une fois que les 9 mois sont passés, si on arrive à 4,7 millions, pendant 6 mois, il ne faut pas que les 2 assemblées, c'est-à-dire que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Chambre des députés ou le Sénat, examinent le texte. Parce que s'ils examinent le texte, au moins une fois, c'est fini, il n'y aura pas de référendum. S'ils ne l'examinent pas, il peut y avoir un référendum. Il y aura un référendum. On voit qu'il y a une série d'embûches, comme ça, qui font que c'est quasiment impossible à atteindre, que ce soit le nombre de signatures. On a vu que c'était très difficile. Et puis ensuite, le fait que les chambres puissent examiner le texte au moins une fois.
Alors je me suis dit, bon bah RIP, c'est pas référendum d'initiative populaire, c'est repose en paix, parce qu'on n'y arrivera jamais. Et puis je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut laisser faire les choses comme ça aussi? Là, il y a moyen de se saisir de ce truc-là pour démarrer une action et puis expliquer au moins ce qui se passe, et puis expliquer un peu l'arnaque qu'il y a derrière cette affaire-là. Donc c'est là où j'ai commencé à intervenir sur Facebook en parlant. Et puis, j'ai lancé un appel. Et puis, il y a des gens qui ont répondu, des gens que je connaissais, j'ai appris à mieux connaître d'ailleurs, et c'est tout à fait bien. Et puis, des gens que je ne connaissais pas, et puis qui sont venus, dont Marie-France. Donc, si tu voulais dire pourquoi tu es venue, si Marie-Françoise. Marie-France, allez, t'approches, prends le micro. Excuse-moi, Marie-Françoise. Bonsoir, moi c'est juste pour vous dire que je fais partie d'aucune organisation syndicale ni groupe politique, mais quand j'ai entendu l'appel, enfin plus exactement vu l'appel sur Facebook de Miguel, bah, je me suis sentie tout de suite concernée, j'ai tout de suite voulu faire partie de ce collectif qui était ouvert à tous. Et bien qu'habitant Orly, j'ai fait partie de ce groupe qui est plus majoritairement sur Choisy. Et donc, moi, c'est pour être active, si vous voulez, dans ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire faire valoir ce collectif pour que chacun donne son avis et dise s'ils sont pour ou contre cette privatisation, parce que l'État n'arrête pas d'en faire et on est assez contre cela, mais il faut donner la parole aux personnes pour qu'ils puissent dire leur opinion. Voilà, c'est tout. Alors, quand même, deuxième question. Bon, oui. Voilà. Comme disait quelqu'un qu'on connaissait bien, j'ai des questions, tu as tes réponses. Donc on a Marie-Françoise qui a fait son témoignage, mais autour de toi, dans le collectif, tu as... Alors, il y a des gens de plusieurs horizons. On se réunit chez moi, c'est toujours assez sympathique. Donc au début, j'achetais quelques trucs pour grignoter parce que bon, une réunion c'est long, tout ça. Et puis j'ai l'impression que ça se transforme quand même en bouffe au cours desquels on parle de d'autres sujets. Mais bon, donc c'est sympa, voilà. Et notre objectif, c'est d'avancer, d'expliquer et de recueillir des signatures. Et quand on va sur le marché, on s'aperçoit, bah oui, ça correspond véritablement à une attente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire cette opération sur Internet. C'est très compliqué. D'ailleurs, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un fossé. On n'est pas dans la Startup Nation comme raconte l'autre. Hein. On est dans la vraie vie où c'est compliqué d'aller sur Internet et de faire quelque chose. Et c'est compliqué de comprendre ce qui se passe aussi. Il faut des explications. Merci. Alors, quand même, juste une précision en plus de ce qu'a pas dit Miguel, c'est que les gens viennent de plusieurs horizons, mais on sait qu'à Choisy, il y a un certain nombre de collectifs qui existent. Il y a le collectif des services publics, il y a différentes associations, dont les droits de l'homme, d'autres participants viennent du PCF, de la France Insoumise. Et ce que je retiens de ce qu'a dit Miguel, qui est intéressant en lien avec le film qu'on a vu, c'est que Miguel disait on a appris à se connaître, et c'est vrai que c'est un petit peu l'idée des ronds-points, c'est ce qui a émergé, c'est qu'en fait il y a une certaine solidarité et des choses qui ont traversé les différents horizons des uns et des autres pour se retrouver autour non pas là d'un rond-point, mais sous une tente, parce qu'on n'a pas beaucoup de chance depuis un mois et demi, on a quand même beaucoup de pluie. Alors Isabelle. Donc Isabelle, tu es salariée d'ADP, tu es engagée syndicalement contre la privation d'ADP, ça on s'en doute, depuis plusieurs mois, et donc tu travailles à Orly, sur l'aéroport d'Orly. Alors on connaît Aéroport de Paris avec ses trois composantes. On voit bien que c'est des aéroports de Paris. Hein. On dit souvent ADP, on a tendance à le mettre au singulier, mais non. Donc on connaît Orly, le Bourget, Charles de Gaulle. Mais bon, pas que ça. Il y a toute une organisation autour d'ADP. Donc peux-tu nous dire ce qu'englobe plus précisément ADP aujourd'hui en termes de développement économique et voilà, la parole. Aéroport de Paris. Alors déjà, vous m'excusez pour la voix parce que hier j'ai un peu chanté.
On est en manifestation, voilà, sur Paris, donc j'ai un peu poussé et crié, puisque Patrick l'a dit, j'anime la section au niveau du syndicat Aéroport de Paris, la CGT, voilà, sur Orly. Hein, moi, c'est spécifique à Orly, Daniel Berton étant le secrétaire général tout en haut. Pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, on est en territoire, un aéroport, c'est énorme, et on en a trois gros. Orly, Roissy, Le Bourget, puis on a 11 aérodromes. Mais Aéroport de Paris, c'est pas que ça. Beaucoup de gens confondent Aéroport de Paris avec des compagnies aériennes. Souvent on dit, ah, tu prends l'avion, t'es hôtesse. Non, non. Bon, ça c'est quand j'étais déjà plus jeune. La réflexion arrive déjà beaucoup moins. Mais en fait, les gens, dans leur habitude, Aéroport de Paris, Air France, tout ça, c'est pareil. Non. Nous, Aéroport de Paris, on construit des aéroports. On les maintient. On les fait aussi pour les autres. Mais pas que. On est des bâtisseurs. En fait, on fabrique aussi, par exemple, l'Opéra de Pékin. C'est les salariés d'Aéroport de Paris qui l'ont construit. Donc là, c'est plutôt le côté, on va dire, aéroportuaire qui nous intéresse, même si on a tous entendu que Bruno Le Maire, quand il parle d'Aéroport de Paris, il parle de boutique, par exemple. Hein. Et pourquoi il parle de boutique? Parce qu'évidemment, sur le parcours du passager, il y a des boutiques. Mais c'est pas que. Je veux dire, il n'y a pas un seul salarié d'Aéroport de Paris qui travaille dans une boutique. Voilà, il n'y en a pas un seul. On a des sociétés, SDA, etc., qui s'en occupent. Mais nous, non. Nous, on est vraiment des mainteneurs et des bâtisseurs. Aéroport de Paris, c'est un groupe international. Donc on a parlé des boutiques. Alors j'ai quelques chiffres sous les yeux. Bon, déjà nous, évidemment, au niveau salarié, on est 6345. On a 992 salariés dans les filiales, puisqu'on a des filiales. On a un groupe. Ce qui fait 7341 salariés sur tout l'aéroport. Sur tout le groupe, ça commence à faire beaucoup, quoi. Voilà, l'aéroport a été construit en fait en 1946 parce que le gouvernement voulait avoir une souveraineté internationale et surtout pouvoir mettre en route les échanges touristiques. Parce que c'est vrai qu'on est au niveau de la France quand même un pays touristique et les échanges commerciaux étaient beaucoup plus facilités par rapport aux aéroports. On a donc ce groupe international, c'est un énorme groupe. Le chiffre d'affaires, on va parler en milliards. C'est un petit peu pour faire un clin d'œil aux Gilets jaunes. On est là sur des niveaux de milliards, 4,47 milliards d'euros par an, le groupe. Au niveau des boutiques, alors je regarde mes notes, au niveau des boutiques, on a 386 boutiques et services qui, eux, ont rapporté 1 milliard d'euros cette année, en 2018. On est le premier propriétaire foncier. On a 6686 hectares. Alors pour mesdames, j'ai un moyen mémotechnique, vous voyez Paris, vous prenez les 2/3 de Paris, et voilà, ça c'est les territoires qu'on a autour de Paris, mais sur une très large superficie. On est donc propriétaire foncier, ça c'est important, parce que dans la stratégie, les terrains, c'est pas très clair. Stratégique du gouvernement, évidemment. On a aussi une filiale, téléphonique, elle s'appelle Hub One, donc c'est important. Et puis on a aussi, comme je l'ai dit, on participe dans de nombreux aéroports. On a aussi des participations financières dans les aéroports. Voilà, donc Aéroport de Paris, c'est vraiment un groupe assez vaste. Hein. C'est pas uniquement l'aéroport d'Orly. Alors, pareil, c'est un employeur. Je veux dire, au niveau du travail, puisque moi je suis représentante syndicale, au niveau du travail, c'est un des plus gros employeurs d'Île-de-France. Alors, évidemment, tout le monde pense aux emplois sur l'aéroport, c'est-à-dire les emplois aéroports de Paris. Mais nous, on a des emplois qui sont très importants, c'est tous les sous-traitants. Parce que depuis 2005, qu'on nous a ouvert le capital a déjà été ouvert, en partie en 2005. Et c'est la deuxième partie du capital qu'ils veulent remettre en vente sur 2020. Nous, on a déjà perdu 2000 salariés lorsqu'on a ouvert le capital en 2005. C'est pas compliqué, avec une croissance comme ça, avec des mètres carrés de plus en plus grands, comme on a vu cette année, il y avait l'aérogare sud, l'aérogare ouest, parce qu'on a en plus, entre-temps, rebaptisé aérogare 1 et 4. Au milieu, on a fait un bâtiment, d'accord? Donc, ce bâtiment-là, il est quand même juste égal c'est pas comme une aérogare, quoi, comme celle de sud et ouest. On a des effectifs à la baisse, un trafic à la hausse,
et des mètres carrés en plus. Voilà, ça c'est un peu rendre la mariée plus belle, hein, parce qu'évidemment derrière tout ça, c'est gagner quoi? L'efficience économique. C'est pas qu'une efficience uniquement pour pouvoir fonctionner mieux, c'est tout simplement rendre la mariée la plus belle. C'est vrai que c'est très très beau la jonction Orly-Sud, Orly-Ouest, ce bâtiment. Voilà, mais on ne peut pas s'empêcher que c'est pour mieux nous vendre. Voilà, donc un groupe qui est plein d'avenir, un groupe sur lequel on a des chiffres pour les années futures qui sont vraiment excellents. Hein, voilà, après on parlera un petit peu de la manne financière quand on parlera de la stratégie. Mais voilà, quelque chose qui nous appartient depuis 1946 et qui commence à nous ramener beaucoup d'argent. Et c'est à ce moment-là où on va nous vendre. Ça vous rappellera juste les aéroports, les autoroutes. Tu gardes le micro pour un tout petit peu. Je ne sais pas si tu nous as tout raconté, mais je lisais. Alors, il y a une très belle plaquette, là, je la conseille, hein, quand vous partirez, elle a été déposée par les camarades de la CGT sur la table, où il y a les chiffres qui sont cités, qu'on retrouvera devant. Alors, il y avait une question autour des questions économiques et d'aménagement du territoire en particulier. Alors tout à l'heure, on a eu un petit débat sur la question du foncier. Enfin, vous avez laissé débattre de cette question-là. Tu as évoqué aussi les emplois. Il y a les emplois ADP, mais les emplois induits. Alors je reprends votre plaquette, hein, je reprends les chiffres qui sont dessus pour qu'on parle à peu près de la même chose. Je lis 570 860 emplois induits. Tu évoquais l'ampleur territoriale que représente ADP. Après, il y a le développement d'ADP et l'aménagement du territoire. Donc tout ça a des conséquences qui peuvent en tout cas aujourd'hui être relativement maîtrisées avec un État qui reste encore majoritaire à 50, je ne sais plus le chiffre exact, 6 c'est ça, hein, mais qui demain, si c'était privatisé, représenterait X, 10, 12%, enfin, ce qui restera. Quelle maîtrise et quels enjeux il y a autour de ces questions d'aménagement du territoire? Si tu peux nous en dire un petit mot. Avec le micro, peut-être, plus ça. Mais c'est vrai que c'est un peu fort, c'est pour ça que je me dis peut-être que la voix portée assez. Déjà, on a qu'à tous prendre la voiture déjà pour aller sur l'aéroport, pour voir déjà la catastrophe au niveau de l'aménagement du territoire. Et pourtant là, on va dire que les décideurs, que ce soit sur les routes, que ce soit sur l'aéroport, c'est les mêmes, c'est l'État. Là, ça va être beaucoup plus compliqué de faire des maillages quand on sera face à des entreprises privées, quoi. Celles qui s'occupent des autoroutes, celles qui vont s'occuper des aéroports, et ceux qui vont s'occuper des transports en commun, ou même des routes. Encore que, si on écoute bien, on va même aller jusqu'à privatiser les nationales, hein, c'est ce qu'on a entendu à un moment. C'est très compliqué quand vous n'avez plus le gouvernement qui est stratégiquement parlant à la tête du gouvernement pour diriger toutes ces boîtes et pouvoir faire imposer les choses dans les entreprises. À partir du moment où c'est qu'une somme d'intérêts privés qui va gérer tout ça, c'est très compliqué de se mettre autour de la table, de discuter. On voit déjà la complexité pour se déplacer autour de l'aéroport, aussi bien les salariés, mais aussi les gens qui vivent autour des aéroports dont vous faites partie. Ça devient tout de suite une galère. Bon, on ne va pas parler des infrastructures avec des ponts qui nous manquent pour franchir la Seine. Apparemment, il y a un pont qui ne devrait pas tarder d'arriver. Ça permettra peut-être. Voilà, c'est une info. Ça permettra, c'est le fameux pont qu'on attend toujours entre Vigneux et Athis-Mons. Apparemment, on commence à pointer un peu de son nez. À savoir, voilà. Celui-là, il fait débat depuis, il est inscrit sur des plans depuis je ne sais plus combien d'années, et je devais peut-être même pas être né à l'époque. Mais voilà, mais on a un besoin, il faut un troisième pont pour franchir la Seine, ne serait-ce que déjà pour aller sur l'aéroport d'Orly, puisque c'est très compliqué pour les gens. Tout le monde passe par Saint-Georges ou Gravel et ça devient très compliqué. Donc quand c'est pas l'État qui est aux commandes de tout, c'est compliqué pour la stratégie au niveau de l'aménagement du territoire, évidemment. Pour décider. Et quand c'est pareil aussi au niveau de la, de l'écologie, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Tu l'as parlé, le foncier, on a un problème. Pour l'instant, le foncier, il y a un très gros foncier, 6586 hectares, je crois, de mémoire. Donc c'est ce que je vous ai dit, 2/3 de Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Apparemment, c'est le débat qu'on avait avec Miguel. Cette valorisation des terrains, elle est à 10 milliards.
même si le concessionnaire n'est pas propriétaire des terrains et qu'ADP reste propriétaire des terrains. Il n'empêche que quand vous avez une concession pendant 70 ans, vous pouvez faire quand même pas mal de choses dessus. Quand on regarde déjà autour du Bourget, il y a des terrains qui appartiennent à Aéroport de Paris et il y a des immeubles qui sont construits qui appartiennent à des privés, à des restaurants, des compagnies aériennes, etc. Donc les choses sont possibles. 10 milliards la valorisation des terrains, ça va donner des envies à des spéculateurs. Voilà. Si c'est Vinci, par exemple, qui rachète Aéroport de Paris, parce qu'on parle beaucoup de Vinci, parce qu'on a du mal, nous, à le détacher de Notre-Dame-des-Landes. Je suis désolée, Notre-Dame-des-Landes, ils n'ont pas eu l'aéroport. La privatisation qui arrive derrière, c'est une sacrée aubaine quand même. Voilà. Bon, même si ça ne remboursera pas tout, ça permettra peut-être effectivement. Voilà. Donc c'est vrai que si c'est Vinci qui arrive derrière, ça risque d'être assez compliqué tout ça. Vinci, quand on voit au niveau des autoroutes ce qui se passe, là, quand on voit la manne financière qui peut sortir de ces autoroutes, on se dit, nous, Aéroport de Paris, est-ce que les enjeux, est-ce qu'on ne va pas être juste une pompe à fric, quoi? Est-ce qu'on ne va pas être juste une machine à fabriquer du pognon? Puisque, on l'a dit, on le dira après, au niveau des résultats, une fois que l'entreprise, elle a tout payé, elle a payé ses salariés, elle a payé ses charges, il lui reste un demi-milliard, 500 millions, sur 500 millions, 50,6%. Bon, il y a 40% qui vont, Fabien pourra plus donner. En gros, il y a un peu moins de 200 millions d'euros de recettes qui arrivent tous les ans dans les caisses de l'État. On en fait des choses avec ça. On parle des hôpitaux. Voilà, on en fait des choses. Si c'est Vinci qui récupère tout ça, cet argent, on ne va pas le récupérer. Et puis on ne va pas le réinvestir dans d'autres choses. Voilà. Et où les choix financiers de Vinci, comme on les voit actuellement sur les autoroutes, moi j'ai l'impression que c'est la machine à fric sans caisse. Bon, quand on voit les Chinois à Toulouse, ils ont quand même embarqué 73%, si j'ai bien compris, des dividendes. Donc il est où notre intérêt à tous, là, de toute façon, quand on entend tout ça? Moi j'ai l'impression qu'on est en train de fabriquer, alors là, je le dis d'autant plus facilement que moi je n'ai pas de carte politique, mais un super gros capitaliste, quoi. C'est-à-dire que le Vinci, il va terminer là, il va être le premier, si c'est Vinci qui remporte, il y a de fortes chances pour tous ces arguments-là. Ça va être le premier au niveau aéroportuaire mondial, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment là, c'est pas une histoire d'urbanisme, c'est pas une histoire d'aménagement du territoire. On a plus l'impression qu'on est en train de donner une entreprise à un pote, quoi. C'est la bande à Macron, quoi. Et que les gens soient de droite, que les gens soient de gauche, et tu l'as dit, avec les parlementaires. Parce que si ça avait été que des gens de gauche, on n'aurait pas eu le RIP. On va se dire les choses franchement. Heureusement qu'il y a eu aussi les Républicains et d'autres qui sont arrivés. Donc, tous ces gens-là, à un moment, ils disent non, il n'y a rien qui marche. Le montage financier, il est nul. On a un gros point d'interrogation sur le foncier. L'aménagement du territoire, on ne sait pas. Et puis après, on verra avec les camarades tout à l'heure l'aspect environnemental, stratégique, environnemental, elle est où là-dedans, quoi. Et puis tous les risques qu'on va nous faire subir à nous, les riverains et les gens qui habitent autour des aéroports. Voilà. Oui, c'est des arrangements entre copains, mais on va revenir dessus parce qu'on n'a pas tout balayé. Là. Il y a des flyers qui passent avec des éléments. Patrice, donc je l'ai dit, tu es président de l'association Pégase. Oui. Avec le micro, c'est mieux. Les riverains de Villeneuve-le-Roi à Blanc. Villeneuve-le-Roi à Blanc, donc qui sont survolés historiquement. Moi, je suis Villeneuve-Roi de naissance aussi, donc je suis né sous les avions aussi. Et j'ai 62 ans, voilà, comme ça, là, j'ai donné. Donc, ça, je les ai connus déjà depuis cette période-là. On les a connus à un moment donné, vous étiez à Hélice, ils faisaient plus ou moins de bruit, la technologie a évolué, enfin, voilà, il y a un certain nombre de questionnements autour de ça. Mais avant qu'on rentre sur les questions, on va dire, plus environnementales, parle-nous un petit peu de ton association de riverains. Pourquoi je pose la question très rapidement? C'est en lien avec ce que les Choisiens ont pu vivre ces 4-5 derniers mois, où on a été amené en fait à vivre ce que les Villeneuvois, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Blon vivent depuis maintenant des années.
Donc c'est intéressant de savoir comment une association de riverains et les riverains de l'aéroport d'Orly ont pu traiter certaines questions déjà en existence, créant. Et voilà, donc explique-nous un peu. Oui, ben pour présenter mon association, notre association, on va commencer par un petit peu d'histoire. En fait, l'association est l'héritière d'un combat d'élus et de riverains de Villeneuve-le-Roi qui débuta en 1966. Et en 1966, c'était juste après les élections, le maire de l'époque obtient la première limitation du vol, des vols d'avion. Maxime Kalinski disait ça, non? Comment? C'était Maxime Kalinski? Voilà, j'y viens après. En 1968, il y a Maxime Kalinski, qui était le nouveau maire, a réussi à obtenir ce qu'on appelle un couvre-feu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de passage d'avion de 23h30 à 6h, excepté les avions institutionnels et la poste aussi, qui avait de temps en temps. Après, en 1975, il y a eu le premier PEB. Le PEB, c'est le plan d'exposition au bruit, le PEB d'Orly. Et le plan d'exposition au bruit, c'est un document d'urbanisme qui est là pour limiter le nombre d'habitants dans une zone soumise à de fortes intensités de bruit. Donc voilà, ça c'est le premier PEB. En 1989, c'est là que va être créée l'association Pégase officiellement. C'est-à-dire tous ces gens qui travaillaient, les élus, tout ça, ils ont créé une association par l'intermédiaire de Gilles Billard qui va créer cette association. Donc il y a 30 ans. Comment? Il y a juste 30 ans. Tout juste 30 ans. Tout juste 30 ans. Cette année, on a fêté nos 30 ans au Fête d'automne, on fête nos 30 ans. En 1992, on a obtenu qu'une proposition de loi soit présentée à l'Assemblée nationale pour renforcer le droit des riverains et la lutte contre le bruit. Nous avons été associés à sa rédaction avec le maire communiste Jean-Claude Lefort à l'époque. Voilà. En 80... Député. J'ai dit quoi? Maire. Ah non, député, oui, Jean-Claude Lefort, c'est un député, excusez-moi. Je suis pas habitué de parler en public. Pour montrer que je suis quand même. Oui, c'est bien. Alors, en 1994, il y a eu une très grosse manifestation à l'aéroport d'Orly, où à l'époque, on pouvait encore aller sur les pistes. Et donc, à cette époque-là, ils ont bloqué les avions. Et par ce mouvement, on a obtenu le plafonnement du nombre d'avions. C'est le décret de 94 qui limite les... Alors, c'est là qu'il y a des petites astuces. Ça limite le nombre de créneaux, 250 000 créneaux, pour 200 000 mouvements d'avions. C'est-à-dire les créneaux, c'est des possibilités de vol, et les mouvements, c'est les vols réels. Et actuellement, tout ce qui joue entre les différentes associations, les maires, tout ça, c'est que l'aéroport de Paris respecte les 250 000 créneaux. Par contre, les 200 000 mouvements, des fois, en ce moment, c'est 235, 238. Cette année, un peu moins, parce qu'il y a eu des travaux. Ça tourne 220, 230 mouvements. Donc c'est ce qui fait un peu râler les gens, c'est qu'il y a une augmentation du trafic. Alors depuis 1989, nous sommes aussi permanents à toutes les instances officielles, c'est-à-dire nous sommes à la commission consultative de l'environnement, c'est une commission qui a eu lieu hier d'ailleurs, hier j'ai participé. C'est avec le préfet, avec tous les organismes, la CGT, les organisations professionnelles. Le préfet du Val-de-Marne. Oui, préfet du Val-de-Marne. Les organismes professionnels, ADP, les associations et les maires. Il y a 3 collèges. Les professionnels, les élus, les maires de toute la zone autour de l'aéroport de Paris. Donc ça veut dire des maires de l'Essonne également. Les maires de l'Essonne, il y a par exemple ici, il y avait les précision. Inis, mais c'était dans le Val-de-Marne. Et il y a la même chose à Roissy. À Roissy, il y a un PEB pour la zone de Roissy. Et le Roissy inclut le Bourget. Après, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons nous sommes présents à la commission consultative d'aide aux riverains. C'est la commission qui a lieu 2 ou 3 fois par an et qui va attribuer aux riverains qui le demandent une aide pour obtenir 80% du prix de l'isolation phonique de leur maison. Donc pour nous, c'est un combat actuellement. Pendant 3-4 ans, on a obtenu le 100%, c'est-à-dire que ça ne coûtait rien à un riverain. Et nous, on pense qu'il est nécessaire, on est pollué à 100%, nous, et ça serait normal qu'on continue à être à 100%, alors qu'actuellement, on est à 80%. C'est-à-dire qu'il faut qu'on paye 20% de la somme pour l'isolation des fenêtres, ce qui fait un frein énorme pour les gens qui ont peu de moyens. Des fois, il faut payer 7 000 ou 8 000 euros
sur une somme importante. Mais bon, 7 000 €, il y a des gens qui ne peuvent pas payer, donc ils restent avec des fenêtres non isolées. Voilà, donc c'est un de nos combats actuellement de revenir au 100%, et on pousse un peu plus, on demande à ce que ce soit l'aéroport qui paye sur 5 ans, ils prennent un emprunt, ils payent l'isolation de tout le monde. Et après, actuellement, il y a une taxe qui s'appelle la TNSA, cette taxe sur les nuisances sonores aériennes, qui s'élève, c'est une somme énorme, hein, c'est 30 centimes par billet d'avion. C'est-à-dire chaque fois que vous prenez un avion, 30 centimes du billet, ça sert à payer les 80%. Donc si on mettait 32 centimes ou 33 centimes, on paye les... Donc ça, on n'y arrive pas encore. Voilà. Et donc, nous, on pense que l'aéroport de Paris pourrait faire un emprunt, faire toutes les isolations, on n'en parle plus, et après, ils se remboursent sur les 32 centimes par billet d'avion, ça ne posera aucun problème. Donc ça, c'est un de nos combats actuellement. Et si c'est privatisé, alors Ah ben, le problème, c'est si ça fait partie des choses où, à la fin, nous, on a peur que justement toutes ces compensations, parce que ce sont des compensations à de réelles nuisances, si c'est privatisé, est-ce que le gestionnaire va accepter de les payer? Parce qu'eux, ils sont tout le temps à gratter, et c'est vrai qu'à la fin, ça représente 40 000. Alors, ça pourrait représenter plus de 40 millions d'euros par an. Sauf que l'État, comme quand il voit des trucs qui traînent, ça ne lui plaît pas. Alors, 40 millions d'euros qu'on précise, parce que là on est sur le périmètre d'Orly. 40 millions, c'est surtout avec le périmètre Orly à Roissy. Les 40 millions, si jamais la TNSA, c'est-à-dire que l'argent qui est taxé, les 30 centimes, là, si ça dépense 40 millions, ça rentre dans le budget de l'État. C'est-à-dire l'État, il ramasse. Donc la DGAC, tous les gens qui déterminent le taux de la TNSA, ils s'arrangent pour que ça reste tout ça. Donc là, les chiffres que je donne, c'est les chiffres d'il y a 2 ans. Peut-être que cette année, s'il y a plus de vols, ça représente moins de 30 centimes. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, l'État, sinon, il se met dans la poche l'argent qui sert à faire l'isolation. Bon, je vais aller un peu plus vite. Ce qu'on retient de ce que tu dis par rapport à cette question-là, c'est qu'il n'y a pas d'engagement ferme dans le projet de privatisation, continuer à maintenir cette aide. On peut le dire comme ça ou pas? Oui, on peut le dire. Aucune certitude. Pour l'instant, il n'y a rien. Toutes les aides qu'on a, c'est-à-dire, enfin toutes les compensations, le couvre-feu, la limitation du vol, même s'il y a une loi, ça on en reparlera après, je pense, pour la loi pour le couvre-feu, etc. Tout ça, ça peut être annulé du jour au lendemain en quelques heures. Voilà. Après, notre travail, c'est aussi beaucoup de présence auprès des riverains pour les aider justement à faire leur dossier. Nous, on s'occupe beaucoup de l'isolation parce que c'est un point important. Donc on les aide à faire leur dossier parce que c'est un peu la jungle, bien qu'ils ont amélioré les choses avec le site internet. Mais donc il y a toujours des trucs, donc on peut les aider puisqu'on a un accès direct au service. Et la dernière chose, c'est purement Villeneuvois et les villes qui touchent l'aéroport, mais ça touche pratiquement que Villeneuve, parce qu'il n'y a que vraiment Villeneuve où il y a des avions qui sont très bas. Il y a un petit peu Orly, dans la rue de l'Aviation, tout ça, où les avions, quand ils se posent sur la piste numéro 4, sont très bas. Aussi, là je l'ai vu en allant voir des gens. Et c'est ce qu'on appelle l'effet vortex. C'est-à-dire que l'avion, il est tellement bas qu'il aspire les tuiles des toits de maison. Et les tuiles sont éjectées. Alors des fois, c'est 10-15 tuiles, hein, c'est pas grand-chose. Mais ces tuiles, elles vont tomber sur une serre. Le problème, c'est qu'elles tombent aussi dans la rue. Donc elles peuvent tomber sur une voiture. Elles peuvent tomber sur un enfant. Donc, il y a une rue à côté du collège, là. Il y a dans la rue qui est juste à côté, c'est tombé sur le trottoir, si c'était des enfants. Et alors là, il y a un gros vide, c'est qui paye? Alors l'aéroport de Paris nous a fait un geste commercial, ils autorisent 300 € pour réparer les tuiles. Donc ils nous donnent 300 €. Après, la loi dit, c'est à l'avion qui a créé le vortex de payer les travaux. C'est-à-dire si un jour il y a un gamin qui a soit une tuile sur la tronche, c'est l'avion qui a fait le vortex. Qui a fait le vortex? Comment moi, qui suis riverain, je rentre le soir, je trouve un trou dans ma toiture, comment je sais l'avion qui est impossible à savoir? Même la maison de l'environnement, comme à quelle heure on sait? À Villeneuve-le-Roi, on a un avion toutes les 3 minutes. Toutes les 4 minutes.
dans les périodes où ça défile, c'est toutes les 4 minutes. Donc comment on fait pour savoir? Donc actuellement, on est en train de se battre pour essayer de voir que ce soit l'aéroport qui prenne en charge et que ce soit l'aéroport qui voit, parce qu'eux, ils ont les moyens, avec les altitudes, de savoir quel est l'avion qui a pu faire ça. Voilà. Donc, D'accord. Alors, oui, j'ai oublié un point, mais on verra après. vas-y. Moi, j'ai oublié un point, c'est qu'en 2014, on a travaillé beaucoup pour faire un peu de lobbying au niveau européen sur un règlement qui est un règlement sur justement le bruit des avions et des nuisances aériennes autour des aérodromes. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on a fait beaucoup de lobbying, on a essayé de faire investir les élus, les députés, on a écrit à tous les députés. On a commencé un voyage en Europe, mais ils ont fait le règlement avant qu'on ait pu aller à Bruxelles. Mais ça fait partie d'un des gros travaux qu'on a, et on continue maintenant, puisque ce règlement devait arriver en application en 2016, et là on commence à avoir les textes qui sortent pour je ne sais plus comment ça s'appelle, alors ça il faut que je prenne mes notes, mais bon, on en reparlera plus tard. Alors, justement, c'était en lien avec la deuxième question, mais on va passer un petit peu sur les questions environnementales, écologiques. On va commencer ensemble, et en fait, une des questions induites, c'est le couvre-feu, le bruit, le dérangement du bruit, parce que voilà, l'écologie, ça ne touche pas que la pollution, ça touche aussi ces questions-là. Quand on s'était rencontrés, tu avais évoqué, là tu viens d'en parler un petit peu, ces décrets européens, puisque l'État s'est soi-disant engagé dans le cadre de la privatisation, si je ne fais pas d'erreur, donc vous corrigerez si j'en fais, hein, bien évidemment, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais visiblement il s'était engagé pour rassurer les habitants, les riverains, à ce qu'on ne touche pas au couvre-feu, aux horaires de couvre-feu. Or, dans la discussion que nous avons eue ensemble, tu m'as appris qu'au niveau européen, un certain nombre de directives étaient en cours ou avaient des décrets qui étaient déjà sortis, qui pouvaient remettre en question en tout cas cette orientation du gouvernement français. Donc si tu peux nous en Voilà. dire Donc il y a deux choses importantes, il y a couvre-feu, c'est-à-dire pas d'avion pendant la nuit, et il y a la limitation du nombre de vols, c'est-à-dire des 250 000 créneaux. Donc tout ça, c'est dans le règlement européen, règlement numéro 598 du Parlement européen, relatif à l'établissement de règles de procédure concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit des aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée. L'approche équilibrée est importante, est entrée le 13 juin 2016. Donc, il indique que dorénavant, les mesures d'atténuation du bruit au niveau des aéroports devront satisfaire aux prescriptions européennes, le concept d'une approche équilibrée de gestion du bruit. Et la chose importante, c'est que toutes les entraves à la circulation aérienne arriveront en dernier, c'est-à-dire, maintenant, alors pour l'instant, c'est que pour les nouveaux aéroports, c'est-à-dire Roissy, ils essayent de se battre pour avoir un couvre-feu, ils n'y arriveront que si ils ne sont pas arrivés à avoir tout ce qui est avant pour le décret européen. Et dans le décret européen, il y a 4 points. Il y a la réduction du bruit à la source, c'est-à-dire s'ils arrivent à faire que les avions soient moins bruyants, il n'y a plus besoin de faire d'entrave à la circulation. Donc ça veut dire changer les avions moins bruyants. Donc vous imaginez le temps que ça va mettre. Et dès qui commence, il n'y a pas de raison de faire des entraves à la circulation aérienne qui sont des entraves à la libre concurrence. Ça veut dire que Orly n'aurait pas les mêmes possibilités de concurrence que Roissy, que Londres, qu'Amsterdam ou toutes ces villes. La deuxième chose, c'est la planification de la gestion financière. C'est-à-dire, ils peuvent acheter des terrains, c'est-à-dire Villeneuve-le-Roi, c'est ce qu'ils ont fait au début. Ils ont acheté des pavillons qui étaient dans la zone rouge, c'est-à-dire dans les zones où les avions, c'est vraiment intenable, quoi, la zone 1, la zone rouge. Et là, ils ont acheté des terrains, ils ont exproprié les gens, donc ça, ils peuvent le faire. Après, ils peuvent jouer sur les normes de construction, sur les programmes d'isolation. Bon, après, ils rajoutent les taxes et le financement de la sonorisation. Par exemple, ça peut être un moyen d'empêcher la restriction de vol. Après, ils vont jouer sur les procédures de vol. C'est-à-dire, s'ils font décoller un avion, ils peuvent faire décoller un avion sur une pente légère,
C'est-à-dire ça va durer longtemps et ils sont très bas, ils sont très bruyants. Actuellement, ils sont en train de dire on va monter très vite, très haut. Comme ça, les gens, ils ont moins de nuisances. Il faut dire qu'à Villeneuve-le-Roi, ça ne changera rien du tout. Hein, parce que Villeneuve-le-Roi, le bout de piste, il est à 500 mètres de la première école.